Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 6e et dernier balado de l'histoire et dans l'enveloppe produite par La Self. Je me présente, Jean-François Dion, directeur d'école, fier franco-ontarien et mari extraordinaire, mais je tiens à le répéter parce que je le dis à chaque épisode, extraordinaire et papa de 3 enfants. Et nous allons encore aborder une nouvelle thématique avec 3 invités extraordinaires qui ont été choisis parmi la littérature canadienne. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de la littérature jeunesse. Je vais faire un tour de table et par la suite, je vais vous expliquer encore une fois le concept. Je sais, vous le comprenez, vous êtes rendus habitués. Pour les nouveaux, n'oubliez pas qu'il y a 5 autres épisodes à visionner. Je compte sur vous. À ma gauche, j'ai Sandra Sirois. Ça va bien, Sandra? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Sandra est une reporter qui a travaillé entre autres à Radio-Canada, Météo Média, et plus récemment, elle a aussi fait partie de la distribution de la série Des filles et des règles diffusée sur les ondes de TV5 Monde en Europe, dans laquelle 4 jeunes femmes, une Canadienne, une Marocaine, une Sénégalaise et une Française, discutent des tabous reliés aux menstruations dans leurs coins du monde respectifs. Sandra Sirois est autrice de 4 romans publiés aux éditions Urtubise. Donc, merci beaucoup d'être avec nous, Sandra. Bien, merci beaucoup de me recevoir. On va avoir un beau 55 minutes. Je poursuis ma tournée. Cindy, ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va très bien. Puis, sa bio, on a discuté avant l'émission. Je la présente de cette façon. Fille à temps plein et auteure à temps partiel. Wow! Exact. Hey, j'adore Cindy. Merci beaucoup d'être avec nous. Et ici, à ma table, en studio, nous avons Éric Pellado qui fait une multitude de choses. Il est écrivain, illustrateur, éditeur, graphiste, conférencier, coordonnateur et parfois même humoriste. Éric est toujours en quête de nouveaux défis. Éric, ça va bien? Oui, ça va bien. Je ne fais pas toutes ces choses-là en même temps tout le temps. J'ai touché à ces choses-là au fil du temps, mais oui. Ça va très bien. Eh bien, je suis très content de t'avoir ici dans nos studios. Je vous explique un peu le concept. Il y a des enveloppes. C'est un peu étalé sur la table. C'est basé sur la première rencontre avec ma femme où est-ce que je sais que c'est quétaine, j'avais produit des petites enveloppes où est-ce qu'on pouvait aller de restaurant en restaurant, le choix de repas. Mais écoutez, ça donnait un mariage, 3 enfants, tout le monde est heureux. La Self a aimé ce concept-là. Puis pour les garçons à la maison, si jamais vous voulez le reprendre, vous pouvez le reprendre. Ils ont aimé le concept et ça l'a donné ce podcast-là. On est rendu à la 6e épisode ici ensemble. Puis honnêtement, on va avoir beaucoup de plaisir. Mais avant de commencer avec des questions qui sont un peu éparpillées sur la table, je suis directeur d'école dans la vraie vie. J'aimerais ça connaître quel genre d'élève vous étiez à l'école. Avez-vous déjà été voir monsieur, madame, la directrice? Et de quelle région vous venez? Donc, je vais commencer avec Sandra. Donc, Sandra, je te laisse la place. Quel genre d'élève étais-tu? OK. Quel genre d'élève j'étais? Moi, j'étais une élève très, très studieuse. J'étais une première de classe. J'ai été une première de classe jusqu'à l'école secondaire. Après ça, ça a été un petit peu plus turbulent, là, mais j'étais une bonne petite élève, je te dirais. OK. Puis tu as grandi dans quel coin? Ouais. J'ai grandi à Saint-Hubert et à Montréal, OK. au Québec. Donc, une bonne élève de Saint-Hubert, Montréal. OK. On va faire, à un moment donné, on va faire une tournée des directions, on va voir si c'est vrai. Cindy! Cindy qui lève le chandail, je pense qu'elle a des choses à nous dire. Cindy, quel genre d'élève étais-tu? Et quel genre d'élève étais-tu et dans quelle région as-tu grandi? Moi, j'ai grandi dans la région de Charlot, au Nouveau-Brunswick. Oui. Je dirais pas que j'étais une élève modèle, mais j'aimais respecter les consignes, disons, très créative, un peu timide. J'ai juste été voir le directeur juste une fois. Et la raison? Est-ce qu'on peut le savoir? J'avais un peu sorti par la fenêtre au lieu de par la porte. Oui, ça arrive encore aujourd'hui, je peux te le confirmer. J'ai intervenir des fois. Donc, ben écoute, ça me fait plaisir. Puis Éric, je te pose la même question. Quel genre d'élève étais-tu? Tu as grandi dans quelle région? Une chance que tu reposes des questions parce qu'en étant le 3e, je sais où est-ce que je suis en ce moment? Quel genre d'élève que je baille? Déjà un peu, beaucoup dans la lune. Okay. J'étais constamment parti dans mes pensées.
assis toujours à l'arrière parce que je suis assez silencieux, je lève pas la main, je ne déplace pas d'air, j'étais pas tannant, quoi que ce soit. Loin d'être un élève modèle, pas le plus studieux, mais je me débrouillais. Je passais avec quand même des pas pires notes. Je pense que j'aurais pu être un excellent élève si j'avais eu la motivation. En fait, j'ai déjà été sur le tableau d'honneur, mais c'est parce que notre entraîneur de basket nous avait dit, si vous passez pas, vous jouez pas. Puis ben, je me suis retrouvé dans le tableau d'honneur pour être certain d'être là. Bureau du directeur, une fois certain, puis c'est même pas quelque chose de mal. Il y a une année que j'avais appris à faire des caricatures, puis j'avais commencé à dessiner les profs. Et puis le directeur m'avait commandé une caricature, donc que je lui ai apportée, puis c'était dans son bureau, puis j'ai pas eu l'occasion de la revoir après ça. Mais je sais que c'était là, mais je n'étais pas assez turbulent pour y retourner. Puis de la région aussi, l'Est ontarien, je suis allé à l'école secondaire L'Escale à Rockland. OK, parfait. Donc, caricature, je vais peut-être faire une petite commande à la fin de l'émission. Je résume encore une fois les paramètres. Il y a des enveloppes sur la table. Les petites enveloppes ont des questions. Et puis, c'est des questions ouvertes. On va y aller à tour de rôle, puis vous allez pouvoir y répondre. D'accord? Le concept est là. Dans le fond, l'émission vous revient. Donc, si elle n'est pas intéressante, ce n'est pas de ma faute. C'est vous qui allez répondre. Moi, je suis que le transmetteur de questions, puis je vais renchérir par la suite. Ça vous va? Tout le monde en comprend? Oui. Oui. On y va, Sandra. Je te laisse le choix de la couleur. Moi, vu que je porte des pantalons de jogging verts, je vais y aller avec une enveloppe verte. Puis là, je sais que je dis à chaque balado, je suis daltonien. Si jamais vous voyez que j'ai pas... Je le sais, elle est verte, OK? Mais ça se peut. Puis soyez indulgents avec moi, là. D'accord? Ça va être fort. Parce que le concept d'enveloppe, je l'adorais, mais de mettre des enveloppes de couleur, ça vient apporter à la prochaine étape. Donc, je te pose la première question. Pourquoi et quand as-tu choisi d'écrire de la littérature jeunesse? Oh mon Dieu, hey, c'est une bonne question. Moi, en toute honnêteté, ça ne m'intéressait pas d'écrire de la littérature jeunesse. OK. C'est la vérité. Oui. C'est mon éditeur qui m'a proposé de faire ça. Puis au départ, j'ai dit non. Et il s'appelle André, mon éditeur. Et à force d'insister, on a discuté de concepts d'histoire, de livres. Et moi, quand j'étais jeune, je me suis fait intimider. Tu sais, quand je te disais, ben après ça s'est comme gâté à l'école. Ben c'est quand je suis arrivée à l'école secondaire, j'ai été victime d'intimidation, puis pas à peu près, là, Okay. vraiment beaucoup. Et ça a été très difficile pour moi, puis j'ai réalisé même plus tard que j'avais encore des séquelles de ça. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, OK, je vais écrire un livre là-dessus. Et au départ, je pensais pas écrire un livre sombre. Je pensais écrire un livre sur, oui, l'intimidation, mais que ça allait comme... Tu sais, que ça allait être quand même joie de vivre, là, qu'elle allait avoir un peu de joie là-dedans. Mais non, ça a été extrêmement sombre et ça a été le livre le plus difficile à écrire de toute ma vie. Mais ça a donné un bon résultat. Je l'ai ici dans mes mains, là. Il a été en nomination au prix littéraire du gouverneur général en 2021. Fait que j'imagine que ça a porté fruit. Toutes ces larmes que j'ai versées en l'écrivant, mais mais bon, c'est ça. Mais de l'écrire avec une histoire vécue, est-ce que c'est un bon point de départ pour commencer à écrire? Parce que là, tu n'écris d'autres depuis. Est-ce que d'écrire de faits vécus puis de l'apporter, où est-ce que tu veux l'apporter? Ben moi, mes premiers livres, qui sont ceux-là ici, là, c'est 2 chick-lit. Et moi, tous mes livres sont toujours inspirés de mon vécu. Okay. On dirait que je suis pas capable d'écrire sur autre chose que ma vie. Mais c'est juste que les 2 premiers, c'est pour ça que je disais, je pensais faire de quoi d'un petit peu plus joyeux. Mm-hmm. C'est parce que les 2 premiers livres sont très humoristiques. Et je tourne des fois des drames de vie, mais c'est drame, on s'entend, là. Mais tu sais, d'une façon humoristique. Mais là, cette fois-ci, j'ai pas été capable de le faire, mais c'est correct parce qu'à l'intimidation, on rit pas de ça. Tu sais, c'est un très gros problème qu'on a encore dans nos écoles canadiennes aujourd'hui. Et l'intimidation, c'est dans tous les pays du monde. Ça se produit dans toutes les langues, chez n'importe qui aussi. C'est la raison pour laquelle je voulais écrire ce livre-là. C'était pour montrer, tu sais, souvent, on a le stéréotype de la personne intimidée, une personne qui est forte en chair ou qui porte des lunettes ou qui porte des broches. C'est pas vrai. OK? C'est pas vrai. N'importe qui peut se faire intimider dans la vie. Tu peux être... moi, je connais des mannequins, des filles qui sont aujourd'hui mannequins,
qui ont été intimidés à l'école. Donc, c'est pour vous dire que ça peut arriver à n'importe qui. Wow! Hey, c'est un beau témoignage. Puis excellente réponse. Cindy, je te pose la même question. Pourquoi et quand as-tu choisi d'écrire de la littérature jeunesse? En fait, comme enfant, moi, j'ai toujours aimé écrire. J'adorais inventer. J'étais très créative. Et pour moi, le travail idéal pour ça, c'était de devenir enseignante parce que j'allais pouvoir raconter des histoires à mes élèves. Donc, moi, à la base, je suis enseignante de formation. J'ai enseigné pendant 13 ans et j'ai tripé ma vie. Et à un moment donné, je me suis dit, parce que moi, la littérature jeunesse était partout. Avec mes élèves, oui, mais quand je donnais des conférences, quand je rencontrais les parents, je commençais toujours par un album jeunesse. Je terminais avec un album jeunesse. J'en mangeais. Puis aussi, c'était ma zone de confort. À un moment donné, je me suis dit, mais moi aussi, je suis capable d'écrire des livres. Moi aussi, je vais écrire un livre parce que j'encourageais mes élèves de 5 ans, il faut dire que j'enseignais à la maternelle, Oui. d'oser rêver grand. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben moi aussi, je suis capable. Donc, j'ai pris un congé sans solde pour écrire. J'aime mieux dire un congé de création. Et ça fait moins cheap. Ça passe mieux avec le directeur aussi. Oui, c'est ça. Puis, je suis jamais retournée enseigner. Donc, puis j'aime le dire, là, moi, je suis partie de l'enseignement quand j'aimais le plus ça. J'ai emmené avec moi tout ce que j'aimais, là, les arts, la culture, la construction identitaire. Puis je me suis dit, je vais emmener ça sur un autre plancher pour faire autre chose. Puis là, vous allez vous dire, ouais, mais l'année que tu as pris congé, est-ce que tu as écrit? Pas en tout, j'ai rien écrit. J'ai rien écrit, mais je suis devenue la fée des livres. C'est pour ça qu'en introduction, on disait que je suis fée à temps plein, auteur à temps partiel. Donc, je suis devenue la fée des livres. Les gens m'invitaient pour raconter des histoires. Et de fil en aiguille, la fée des livres est devenue un personnage dans un livre. Et 10 ans plus tard, 26 livres plus tard, je suis encore fée à temps plein, auteur à temps partiel. Oh wow! Hey, très bonne réponse. Hey, merci beaucoup, Cindy. Puis, Éric, la même question. Pourquoi et quand as-tu choisi d'écrire de la littérature jeunesse? J'ai commencé à écrire, commencé à dessiner en premier. Okay. Quand j'étais très, très jeune, dès que j'ai découvert la bande dessinée, je voulais faire ça plus tard. Parce que j'aimais dessiner avant de commencer à lire ça. Mais je ne savais pas quel chemin. De toute façon, j'avais comme 8-9 ans là, quand que je m'intéressais à ça. Là. Dans mon album Souvenir, c'est écrit à partir de ces âges-là. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Être auteur, ça fait partie des choix. Ça, astronaute et scientifique. Mais c'est juste, pas trop tard. C'est juste voyager dans l'espace. Mais ça se peut, c'est possible. Hein? Il commence à en avoir qui vont. Mais c'est ça, ça vient vraiment de très loin. De là à dire que je voulais faire de la littérature jeunesse, je voulais juste faire des bandes dessinées. Je voulais juste m'amuser à faire des histoires qui allaient me plaire à moi. Puis j'étais un jeune. Fait que c'est clair que c'est là-dedans que ça a commencé. Et là... Moi, tu sais, en vieillissant, je suis allé plus vers l'humour, de la BD humoristique, je tripais, ça fait rire. Fait que je voulais aller là-dedans. C'est ça qui m'intéressait le plus. En 12e année, en Ontario, là, en 12e année, dans un cours d'anglais, il fallait faire un projet littéraire. Puis pour te dire que moi, c'était vraiment dessinateur et pas écrivain à la base. Dans les choix, il y avait poésie, récit, nouvelle, name it. Mais il n'y avait pas de bande dessinée, puis moi, je voulais faire de la bande dessinée. J'ai dit à mon enseignante, peux-tu faire une bande dessinée? J'aimerais ça faire ça. Je triple là-dessus, je vais t'écrire une histoire, ça va être une bande dessinée. Ça va être bon. Oui, elle m'a dit, non, il y a trop de dessins dans la BD, il n'y a pas assez de mots. Okay. Je regarde les choix au tableau, il y a conte illustré. Dans ma tête, oui, il y a moins de dessins, mais il y a moins de mots dans un conte illustré. Mais moi, je veux dessiner, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un conte illustré. Et l'enseignante, j'ai eu une bonne note, mais l'enseignante, elle a écrit « I think you can publish this ». Puis ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Là. Je me suis dit, OK, mais ça va être ça. C'est un conte illustré. Je n'avais aucune espèce d'idée où m'en aller avec ça. Je rêvais de faire des livres. Je me dis, ça va être un album pour les jeunes. Ouais. Ça m'a pris 10 ans avant qu'il soit accepté par une maison d'édition, mais ça a été ça, mon premier livre. Okay. Puis ton premier livre, le titre, c'est quoi? C'est t'en as produit beaucoup, là. Éric, il y en a une panoplie. Je sais c'est quoi le livre, mais si tu me demandes, je ne vends plus ce livre-là, puis c'est tant mieux. Okay. Mais c'est Colin Objectif Ciel. OK. C'est juste parce que j'ai tellement travaillé longtemps dessus que on dit ça devrait être rendu une perle, mais avec le recul, c'est loin d'être le meilleur de mes livres. C'est plus, c'est quasiment devenu cogner sur un clou rouillé. Là. Okay. Mais je voulais que ce soit ça, puis c'est devenu ça. C'est un livre qui parle de persévérance. Puis le personnage, j'étais un cochon, j'étais tête de cochon. Tout ça, ça se retrouve là-dedans. Et puis là, ça m'amène à poser une autre question, parce qu'on vient de terminer l'enregistrement du balado avec les influenceurs. Puis,
je pose la même question, mais avec un différent aspect. Est-ce que vous retournez dans vos contes? Est-ce que vous relisez vos histoires? Parce que tu viens de soulever quelque chose, puis ça m'a fait penser à ça. Eux ont dit que oui, ils retournent voir leurs vidéos. C'est comme un vice qui aime ça regarder où est-ce qu'ils étaient. De relire vos premiers romans, est-ce que quand vous le relisez, c'est que ah oui, j'aurais pu peut-être écrire ou tourner ça de telle façon? Sandra, est-ce que t'as-tu pris le temps de relire ou on avance, t'es à l'aise? Ou est-ce que je sais pas, parce que c'est un peu. C'est de toi, là, quand tu le présentes, là, un livre. C'est une partie de toi. Là. Ouais, mais les premiers livres sont rarement les meilleurs. OK. OK. Et pourtant, c'est les livres les plus difficiles à écrire dans le sens que tu sais, t'es pas habitué au début, puis quand tu vas voir un éditeur pour la première fois, tu as des retours d'édition, puis là, t'es comme, oh, t'es pas habitué, tu sais. Fait que moi, pour vrai, j'ai comme un peu honte de mon premier livre, mais pourtant, il y a plein de gens qui m'écrivent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme quoi qu'ils l'aiment, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Je suis comme, moi, quand je relis ça, je me dis, je peux pas croire que c'est publié! Puis, c'est une excellente réponse. Cindy, la même question. Ton premier livre, est-ce que tu as pris la peine récemment de peut-être de le relire puis de pas, ah oui, peut-être j'aurais dû. Je vois un oui. Est-ce que, Cindy? Moi, en fait, j'y retourne souvent, je les relis souvent. J'aime les bouquiner dans mes livres. Moi, mes livres, c'est comme mes enfants, je ne changerais rien. OK. Ah, c'est donc bien beau! Ouais, J'aimerais ça être de même! Tu sais, c'est comme ça, des fois, les gens vont me demander c'est lequel ton préféré, puis là, je vais dire, ouais, mais ça, c'est comme me demander lequel de mes enfants. Moi aussi, j'en ai 3 en passant. OK. Lequel t'aimes le mieux? Mais je peux pas répondre à ça, mais mes livres, c'est pareil. Ah, c'est drôle. Moi, Puis, je dis tout dirais que le temps. premier. Je dis tout le temps, quand on me demande, je dis la même réponse. Moi, je dis, quand on me demande lequel de mes enfants je préfère, je dis, c'est sûr qu'il y en a un, mais je ne le dirai pas. C'est ça, c'est à peu près la même chose. OK. Mais il y en a un, là, mais on va se le dire après. OK. Donc, on peut peut-être poursuivre avec la deuxième question. Cindy, je te laisse le choix de couleur. Est-ce qu'il y a rouge? Je vois pas bien. Je pense qu'il y a rouge. Je pense que c'est ça. Oui, c'est rouge. C'est rouge, merci. C'est bon. Travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, j'aime ça. Donc, rouge, est-ce que tu vis de tes livres ou tu dois avoir un autre emploi? Moi, j'aime dire, je suis une fée. Quand les gens me disent qu'est-ce que tu fais comme travail, j'ai le privilège de dire, je suis une fée. Donc, je vis de mes animations, puis j'aime dire que mon écriture, c'est du fluff. OK. Ben, c'est du bon fluff. C'est du bon fluff. Mais ça, c'est du bon fluff. Puis j'avoue que au Canada, tu dois être probablement une des seules fées à temps complet, là, absolument. Là. Est-ce que tu connais des fées des livres à temps plein? Non. Non, hein? Non, tu es la Il y a la seule. fée des dents, puis il y a la fée des livres. Exactement. Donc, Mais je vis de ça depuis l'année où j'ai quitté l'enseignement. Puis je tripe ma vie, tu sais, je suis une fille, là. ben oui. Donc, ouais, c'est ça. Puis J'ai pas de backup, c'est ça. de se déguiser chaque jour, c'est le fun, Éric. Ouais. Même question que je te pose, est-ce que tu vis de tes livres ou tu dois avoir un autre emploi? Ben, je vis pas juste des redevances, ça c'est clair, mais moi OK. je suis écrivain illustrateur, donc je fais beaucoup d'illustrations, donc je suis dans les magazines, les animations scolaires, tout ça est réuni ensemble pour faire que je vis de ça. J'ai pas un autre travail ailleurs, c'est juste tout découle de mes livres, que ce soit dans les périodiques, dans les albums, les animations. OK. Je me répète, mais c'est ça. Là, fait que c'est- Puis avant l'émission, on parlait un peu de ça. Là. Il y a un lien avec Éric puis Cindy pour les illustrations. Peut-être expliquer pour les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, parce qu'il y en a qui trippent BD, comme toi, illustration. Je te laisse expliquer un peu le lien qu'il y a entre les deux. Éric ou Cindy, prenez la parole. vois-tu, c'en est un contrat qui n'était pas vraiment livre au départ. C'est drôle parce que c'est un livre, mais c'est un contrat multimédia où ça allait être des livres qui étaient numériques, mais qui allaient avoir des petites animations à chaque page. Puis c'était une maison de production au Manitoba avec qui j'ai déjà fait affaire, puis ils m'ont approché pour faire ça. Donc, c'est pas mon style de dessin. Il fallait que je reprenne le style de dessin de l'illustratrice des livres, puis que je les anime. Puis c'était des livres qui étaient faits spécifiquement pour être numériques. Donc, je crois que l'illustratrice en a illustré la moitié. Moi, j'ai illustré l'autre moitié, puis je les ai tous animés. Donc, c'était ça mon lien. Je pensais même pas que c'était possible. Là. J'apprends en même temps. Fait que c'est un beau partage de connaissances puis un travail d'équipe, dans le fond, obligatoire là, pour pouvoir continuer ça. C'est bien ça, Cindy? Oui, puis je trouvais que c'est un bel entre-deux aussi entre l'album jeunesse et la le dessin animé qui c'est devenu. Parce qu'au départ, on a la série Félix qui est. Oui.
Donc, Féltou, c'est la fée des livres. Puis, l'album est passé justement à un livre interactif où il y a des petites animations à l'intérieur. Donc, les enfants pouvaient vraiment voir les personnages, surtout Oscar-Go, parce qu'il aime beaucoup le voir bouger. Puis, ça nous donnait l'impression presque d'un dessin animé. Ça, c'est le projet auquel Eric a participé. Puis ensuite, ça a amené à l'émission qui est sur TFO, qui est un vrai dessin animé. Ouais, c'est un beau partage de connaissances. Sandra, je te pose la même question. Est-ce que tu vis de tes livres ou tu dois avoir un autre emploi? Bien, moi, je ne vis pas de mes livres. Pardon, j'ai accroché mon micro. Je ne vis pas de mes livres, mais je vis de l'écriture. D'accord. Donc, moi, je suis, tu sais, bon, j'ai animé à la télévision et tout ça, mais ma job à temps plein en ce moment, c'est d'écrire. Moi, j'écris pour les magazines, pour TVA Publications. J'ai écrit chez TFO comme scénariste pendant 1 an. Donc, moi, c'est devenu, l'écriture est devenue mon gagne-pain à temps plein. Puis ça, c'est un message important pour nos jeunes, pour les personnes qui nous écoutent, que c'est possible. C'est possible. Vous êtes l'image d'une personne qui est capable de vivre de ça au Canada, de vivre en français, puis ainsi de suite. Donc, vous vivez de l'écriture, puis ça, je lève mon chapeau. On a répondu à 2 questions. Donc, Éric, on fait le tour de table. Donc, je te laisse choisir une couleur. On va y aller avec le bleu, RGB, les couleurs d'écran. Les couleurs d'écran, on va aller avec le bleu, avec la petite enveloppe bleue. Je te pose la question, existe-t-il une fraternité entre auteurs de littérature jeunesse francophone ou une rivalité? Bonne question. Je suis un peu un loup solitaire la plupart du temps. Le seul moment où je suis vraiment avec tous les autres auteurs, c'est durant les salons du livre. Là. Okay. Puis moi, je m'entends bien avec tout le monde. À travers les années, j'ai fait beaucoup d'amitiés dans ce domaine-là qui m'ont porté à faire des projets avec plusieurs différents auteurs. Là. Comme par exemple Amy Lachapelle, qui est une autrice, également éditrice, que j'ai beaucoup travaillé avec elle. J'ai fait des livres chez Les Ailés, qui est sa maison d'édition. Pierre Labrie, Nadine Deschenaux, qui est un couple d'auteurs aussi, que j'ai rencontré dans des salons, puis j'étais assez sympathique, que je travaille plein avec eux autres aussi. Puis également, en ce moment, ils dirigent des collections, puis ils me proposent des projets. Donc, moi, j'ai plus de fraternité à travers tout ça que de rivalité, mais oui, c'est sûr que des fois, il y a un esprit de compétition. Tu vois quelqu'un qui fait un projet avant toi que tu aurais voulu faire ou tu penses à une histoire géniale, tu commences à l'écrire puis tu t'aperçois que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Mais moi, je suis pas le genre d'être jaloux des autres parce que je trouve que ça pourrit l'intérieur. J'aime plus être heureux pour les autres puis dire, OK, ben moi aussi, je vais essayer de faire de quoi pour m'améliorer moi, pour me surpasser moi-même plutôt que d'essayer de piler sur les autres. J'aime ça quand on s'entoure de gens qui ont du succès puis qui... C'est un beau milieu d'inventer des histoires, surtout dans le domaine jeunesse. Là. Je trouve que c'est un beau groupe. Un beau groupe. Puis, tu as touché à quelque chose d'important. Puis, avec la pandémie, on n'avait pas de salon du livre. Puis tu l'as soulevé, l'importance du Salon du livre, parce que, écoute, je l'ai vécu en tant qu'acheteur, puis je veux dire aussi de voyage, je regarde les livres, et ainsi de suite, mais écrivain, tu es là, l'importance du Salon du livre. De rencontrer le public puis les autres auteurs, parce que pour plusieurs d'entre nous, on travaille seul dans notre petit bureau, on ne voit personne à longueur de journée. Heureusement que les ateliers, c'est quand même, c'est avec les lecteurs encore, mais dans les salons du livre, c'est un peu comme la colonie de vacances. On va voir tout le monde, on jase, on échange sur toutes sortes de choses. Puis ça manquait beaucoup. Moi, ça me manquait beaucoup. Ça me manquait beaucoup. Puis je pense que j'ai touché un point important parce que tout le monde disait oui. Donc, vous pouvez répondre à la question puis ajouter par rapport au Salon du livre. Je repose la question, Sandra, existe-t-il une fraternité entre auteurs de littérature jeunesse francophone ou une rivalité? Je te laisse. Moi, je pense que c'est plus une fraternité. Là. Je vois pas comment les gens pourraient être rivaux, là. Ouais. C'est pas comme un poste à la télévision, qui ont un animateur puis que il y a 1000 personnes qui vont postuler pour le poste. C'est plus, t'as ton livre, t'as ta création, tout le monde est différent, tous les livres sont uniques. Moi, Sandra Sirois, je peux acheter 4 livres demain matin si ça me tente. Puis comment je vais faire pour les acheter? Ben, tu sais, ça va être souvent, tu sais, soit les gens vont m'en parler, soit que je vais lire un article sur le sujet en ligne ou, tu sais, fait que je vois pas comment il pourrait avoir une rivalité à ce sujet-là. Mais non, moi, puis aussi, surtout dans le milieu de la littérature jeunesse, c'est pas tu sais, je vais parler pour moi, mais c'est pas une écriture qui se veut, tu
sais, avec des belles proses, ou, tu sais, c'est vraiment, c'est simple comme écriture, puis on parle de la réalité des jeunes, puis des fois, tu sais, puis tout le monde a un message qui porte, puis c'est ça que je trouve la beauté de ce milieu-là. Tu sais, tu peux faire... Moi, ce que je trouve dommage, c'est que je trouve que des fois, la littérature jeunesse est comme... Tu sais, il y a des gens un petit peu plus... vont faire comme... Une ah oui, sous-littérature. t'écris du jeunesse. Ah ouais, t'écris du jeunesse, ouais. Tu sais, Mhm. ça, c'est plus que ce qui m'énerve, mais pas entre auteurs jeunesse, non. Puis les salons du livre, toi aussi, tu crois que c'est extrêmement important de les avoir, surtout avec le retour de la Oui. pandémie puis le partage. Mais surtout que les jeunes, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais jeune puis que j'allais au salon du livre, tu sais, quand tu tripes sur un auteur ou, tu sais, quand tu tripes sur un livre, puis là, tu vois qui l'a écrit, puis tu peux y poser toutes tes questions. Je sais pas, il y a comme quelque chose... Il y a un petit moment d'émerveillement, tu sais, je trouve que qui est le fun à voir chez les jeunes. Tu sais, que t'as pas chez les adultes. Tu sais, que Ouais. les adultes sont cool, tu sais, ils vont te demander de signer leur livre, puis that's it, tu sais, mais les jeunes sont encore « wow », tu sais, je sais pas, c'est le fun. Parlant de... Absolument. Puis moi, je peux renchérir là-dessus, justement, les salons du livre. C'est comme, c'est notre social, oui, mais c'est ce qui vient aussi alimenter nos idées parce que, comme Éric le disait, on travaille souvent seul. Donc, d'avoir la chance de rencontrer tous ces collègues-là où on va brasser des idées, partager des idées. C'est peut-être une affaire de personnalité aussi, comme tous les trois, on est comme d'accord que pour nous autres, c'est vraiment positif. Il y en a peut-être pour eux que ce l'est pas, cet échange-là, où il y a peut-être une rivalité. Mais pour moi, comme j'entends pour vous aussi, c'est vraiment positif. C'est un échange d'idées. Puis aussi de voir que, tu sais, comme moi, ma mission à travers le Canada, c'est de montrer aux jeunes que même si on vient d'un petit village, on est capable de faire des grandes choses. Ouais. Quand on se promène dans les salons du livre, c'est la même chose, c'est de voir les autres auteurs, disant, OK, toi, tu l'as fait, mais moi aussi, je l'ai fait, puis moi, je prends ça, j'emmène ça ailleurs pour montrer aux jeunes que, hey, si moi, je suis capable, lui est capable, elle est capable. Il n'y a personne qui est là, toi aussi, tu es capable, même si tu viens d'un petit endroit. Puis, c'est la beauté des choses quand on se promène des salons du livre, on voit vraiment ça. Donc, pour moi, c'est positif, puis mon doux, je suis contente qu'ils sont de retour. Absolument. Puis je pense à vous trois aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous écoutent, vous êtes encore en train de démystifier un peu le stéréotype de l'auteur qui écrit dans sa cave, qui parle pas à personne. Vous êtes du monde qui sort... C'est au deuxième étage. Entre les deux, entre le deuxième et le premier. OK. Mais vous avez un endroit confortable, mais de défaire ça, où est-ce que les auteurs ils font seulement que ça, mais on doit avoir une certaine ouverture pour pouvoir écrire et composer ces histoires-là aussi, puis pouvoir ajouter. Donc, merci beaucoup. Puis les personnes qui nous écoutent, vous pouvez tous avoir une bonne idée, puis de ne pas lâcher. 10 ans, ça a pris, le premier? Le premier, oui. 10 ans. Toi, le premier livre, Sandra, je suis comme ça, je n'ai pas demandé. Combien de temps ça a pris avant de se faire accepter? Une semaine. Non. Ça se peut. Écoutez... Mais ça n'a pas pris 10 ans. Moi là, j'ai tellement d'admiration quand les gens disent ça, là, qui n'ont pas lâché, parce que je sais c'est quoi avoir des projets. Moi, je travaille dans le milieu médiatique. Je sais c'est quoi avoir des projets, puis y croire, puis que des fois, ça débouche pas. Puis quand j'entends ça, je suis comme genre, wow, tu sais, la personne n'a pas lâché, elle a cru en elle, malgré que personne n'a cru en elle, là. Je trouve ça extraordinaire. Moi, ça a été quand même assez rapide. J'ai été chanceuse. Okay. Mais ça a pris peut-être un an, là, tu sais. Okay. Mais j'ai été chanceuse. J'ai été chanceuse. D'avoir ça. Puis avec Cindy, on avait dit que tu avais pris l'année sabbatique ou de création, puis ça l'a mené à ça. Donc, ça a quand même été assez rapide. Oui. Mais il ne faut pas lâcher. C'est rapide. Donc, c'est le beau message. Puis là, je vois que le temps avance rapidement. On est déjà rendu la mi-émission, ou presque. Puis j'ai une question francosphère ici que j'avais posée à Sandra, si je ne me trompe pas. On va pouvoir faire c'est un moment francosphère. Donc, quels sont les auteurs francophones qui t'ont marqué, inspiré? J'en ai beaucoup. Amélie Nothomb, celle qui, je me suis, Stupeur et tremblement. Ça, c'est vraiment un livre qui m'a marqué. J'ai d'autres auteurs, mais c'est pas en français, mais c'est quand même un livre jeunesse qui m'a vraiment marqué. Ça s'appelle Mon bel oranger. C'est un auteur brésilien. Son nom il est comme long de même, je m'en souviens plus, là, mais c'est vraiment un livre que je pense que tous les jeunes devraient lire. C'est le livre qui m'a inspiré pour écrire celui-là, parce que c'est un livre qui parle de la douleur, qui enseigne la douleur aux enfants. Et moi, j'ai voulu que les enfants non seulement réalisent c'est quoi la douleur, mais qui aussi apprennent à l'accepter. Parce que la vie, c'est pas toujours facile. Puis c'est ça, la vie.
c'est des hauts et des bas. Puis des fois, il faut vivre la douleur pour comprendre les choses, pour comprendre la société, pour se forger une carapace. Fait que je sais que c'est pas un francophone, là, mais on peut trouver le livre en français ici au Canada. Mais Amélie Nothomb, c'est vraiment mon autrice coup de cœur. J'en ai plein d'autres, oh my God, là, c'est vite de même. Là, parce qu'on est vraiment dans le salon de Sandra. Depuis tout à l'heure, qu'elle va chercher des choses. Ce n'est pas un arrière... Ce n'est pas un arrière-plan pour le monde qui nous regarde à la maison. C'est vraiment... on voit vraiment son ballon d'exercice et tout ça. C'est vraiment ça. Je poursuis. Cindy, quels sont les auteurs francophones qui t'ont marqué, inspiré? Encore là, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais faut que pour moi, c'est Dominique Demers comme enseignante, comme jeune élève aussi. Puis, je la porte avec moi tous les jours. Félitou, vous savez, si vous ne connaissez pas Félitou, elle porte une jupe en papier. Hein? Et sa jupe en papier, c'est un livre de Dominique Demers. Okay. Donc, je porte Dominique Demers à tous les jours. Okay. Donc, pour moi, elle fait partie de mon personnage. Puis, je veux dire, on s'entend-tu, Mademoiselle Charlotte, elle parle à des roches. Ben, Félitou, elle parle à des roches, elle aussi. Ça fait partie de la magie. Donc, si j'avais à en nommer une de mes préférées, c'est celle-là. Mais comme fait des livres, j'en découvre d'autres à tous les jours. À tous les jours. Éric, je te pose la même question. Quels sont les auteurs francophones qui t'ont marqué, inspiré? On va y aller avec l'inspiration. Fait que ça revient vraiment à l'enfance. Moi, j'ai grandi avec les auteurs franco-belges de bande dessinée. Puis ceux qui m'ont le plus inspiré, disons, c'est le duo Uderzo-Goscinny. Puis Goscinny avec Maurice. Le Goscinny qui était un scénariste de BD qui est mort beaucoup trop jeune. Là. Mais ça, c'est vraiment ces auteurs-là, mais toute cette génération d'auteurs de bande dessinée-là m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. Du côté plus local, là, Tristan Demers, il a été super important pour moi parce que mon premier personnage, ma première BD que j'ai fait, le format de cette BD-là est littéralement calqué sur les premiers magazines Gargouille qu'il faisait à l'âge de... Il a commencé à 10 ans. Mais moi, celle que j'ai trouvée au dépanneur, il avait 14 ans quand il l'a faite. Puis quand j'ai vu qu'un Québécois, un Canadien de cet âge-là faisait de la BD, j'étais comme, mais voyons donc, je peux commencer à faire de la bande dessinée. Puis c'est là que j'ai eu le rêve de faire de la bande dessinée puis de commencer à en faire. Donc, c'est assez important. Puis ce qui est drôle avec Tristan, c'est qu'aujourd'hui, je le connais bien. J'ai eu la chance de travailler pour lui, d'animer Gargouille, pas juste Félitou. J'ai animé Gargouille pour son spectacle. Fait que le personnage que j'avais découvert à l'âge de 10 ans, je l'ai animé plus tard étant adulte, puis j'ai fait d'autres contrats avec Tristan, mais c'est spécial. Puis ça me vient à poser une question. Point de vue en éducation, trouvez-vous qu'on en fait assez pour pouvoir présenter les auteurs? Parce que j'ai 3 enfants, et puis quand ils arrivent à la maison, puis ils veulent parler de tel auteur. Puis l'enseignante qu'on a vraiment, quand on présente le livre, puis j'ai marié une orthophoniste parce qu'on présente le livre, hein? On présente le devant, le derrière, puis on y va. Je trouve que quand moi j'ai appris à lire, c'est vraiment on ouvre, puis on lit. Ça a beaucoup, beaucoup évolué, puis on prend notre temps aujourd'hui de voir le livre. Trouvez-vous que ça a beaucoup changé? Est-ce qu'on devrait ajouter des choses en salle de classe? Je vois Cindy. Vas-y. Je te vois, oui. Mais ça fait vraiment partie de ma mission aussi. Puis les profs sont beaucoup plus conscients de ça aussi, de faire découvrir des auteurs et des illustrateurs aux enfants. Oui. Moi, c'est ça ma mission à la base, autre que les faire rêver grand. Leur montrer que c'est quelqu'un comme moi puis toi qui a écrit ce livre-là. C'est pas quelqu'un qui est là. C'est quelqu'un qui est là, de voir les gens au même niveau. Ça, c'est un rêve que tu es capable de faire ça. Donc, puis de leur montrer aussi comment leur rendre ça encore plus réel quand on le présente. Félitou, elle sort toujours un cadre dans son livre géant. Il y a une photo de l'auteur. Donc, c'est de lui montrer. Ça, c'est Mario Ramos. C'est Mario, il s'appelle Mario. Donc, dans les classes, les enfants sont comme moi, je connais Mario, je connais Mickaël, je connais Éric, Donc, pour eux, c'est du monde comme toi et moi. C'est ça qui est important parce qu'on a plein de petits auteurs et d'illustrateurs dans nos classes. Absolument. Puis, on veut leur montrer que c'est possible. Puis je vous vois un peu parler... comme Éric, quand il a vu la bande dessinée de Tristan, c'était un moment vraiment marquant où il s'est dit hey, moi aussi, je pourrais faire ça, mais c'est ça. Puis je vous vois parler de vos personnages comme si c'est des personnes en chair et en os. Comme ils prennent vie parce que vous apportez, hein, c'est vraiment... c'est une partie de vous quand vous parlez de vos personnages.
Comme c'est une partie d'Éric, c'est une partie de Cindy, c'est une partie de Sandra, fait que c'est important. Puis on peut le voir facilement. Donc, continuez le bon travail. Je continue mon tour de table avec les questions. Cindy, c'est à toi. Donc, le choix de couleur est devant nous. Donc, il reste des jaunes, des vertes, des bleus, des rouges, je crois. Vas-y avec jaune. Vas-y avec jaune. C'est les plus difficiles. Je dis ça à chaque émission, puis c'est pas vrai. Mais tu sais, je suis rendu papa, fait qu'il me faut des jokes comme plus appropriés. Tu sais, on avance dans... Fait que... En tout cas... Donne-moi pas un calcul mental, là, ça fonctionne pas pour moi, là. J'ai-tu manqué une rotation? C'est ça que tu veux dire, Sandra? Ou Non, j'ai dit, parce que tu as dit que c'est les questions les plus difficiles. J'ai dit, donne-moi pas un calcul mental, ça fonctionnera pas. C'est bon. Donc, Cindy, je te pose la question. Jeune, étais-tu une personne qui lisait beaucoup? Quel genre de livre lisais-tu? Oui, j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup, puis c'est drôle parce que les gens vont me dire, OK, toi, t'es la fée des livres, mon Dieu, tes parents ont dû t'acheter des livres, il y a dû en avoir des livres dans ta maison. Même pas. Quand on dit que ça prend juste une personne pour donner le goût de lire à un enfant, là, c'est simple, là. Moi, ma voisine, sa maman l'emmenait à la bibliothèque à tous les samedis, puis elle me ramassait, puis elle m'amenait avec elle. Si c'était pas d'elle, j'aimerais pas les livres comme j'aime les livres aujourd'hui. Donc, n'importe qui peut faire la différence dans la vie d'un enfant, justement. Puis moi, j'adorais lire, mais des collections. Moi, il fallait toutes que je les aille, là. Puis je suis encore comme ça aujourd'hui. Quand j'en lisais un, il fallait toutes que je les lise. Donc oui, je lisais beaucoup. Puis ça pouvait être n'importe quoi, là. Ce qu'on avait vraiment à la maison, c'était des encyclopédies. Puis à ce moment-là, tu cognais à la porte pour les vendre, là. Ouais. Mais pour une raison ou une autre, Il y a mon plein de père monde. en avait acheté. Il y a plein de monde à la maison qui sont comme... C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui vendait du porte-à-porte. Mais on a avancé, hein? Puis Cindy, étais-tu le genre d'élève qui, quand il y avait une série, tu les lisais en ordre? Comme quand Oui, il faut. Il faut. OK. Il fallait que je les lise en ordre, c'est sûr. OK. Éric, même question. Jeune, étais-tu une personne qui lisait beaucoup? Quel genre de livre lisais-tu? Il y avait les magazines à mon frère qui n'ont pas... C'est pas ça, c'était la lecture, ça. Non, ça aussi, il va y avoir des questions à la maison. Je laisse les parents répondre. Je lisais beaucoup de magazines. À la maison, on n'avait pas beaucoup de livres, nous autres non plus. On avait quelques encyclopédies je pense, Québec Loisirs qui se retrouvaient chez nous. Mais c'était surtout des magazines que j'achetais, des magazines humoristiques anglophones, francophones, européens. Mais la bibliothèque de mon village, là, c'était un lieu incroyable pour moi. Puis en plus, c'était un vieux bâtiment. C'est plus là, mais je pense que c'est rendu un bureau d'avocat, Rockland, maintenant. Oui. Mais c'était cet endroit-là, là, ça avait l'air magique. Puis, oui, c'était beaucoup de la bande dessinée, mais j'allais beaucoup dans les romans aussi, dans les romans d'horreur, dans les romans dont vous êtes les héros, dans les livres documentaires. J'aimais beaucoup feuilleter les livres, les fiches qu'il faut que tu ouvres le tiroir, puis tu commences à aller dans les petites fiches, là. Non, ça, je tripais. Puis même juste dans le livre, soulever la fiche puis regarder qui avait emprunté le livre. Qui l'avait lu? Fait que tout ça, là, tout cet univers-là, moi, ça me fascinait. Je pense qu'il y avait le côté magique, là, des histoires, tout ça. Donc, j'ai toujours adoré les histoires dans les livres, dans les films, dans les revues, puis tout ça. All of the above. C'est bon. Sandra, je te pose la même question. Jeune, étais-tu une personne qui lisait beaucoup? Quel genre de livre lisais-tu? Je sais pas si je lisais beaucoup, mais je lisais. OK. Je sais pas si je lisais vraiment beaucoup, mais en tout cas, je lisais quand même parfois des livres. Je lisais La Courte Échelle, Les Frissons. Je sais pas si vous vous souvenez de la collection Frissons. Oui, je lisais ça. Et je lisais Le Safarir, comme Éric. Moi, j'ai travaillé dans Safarir. J'ai travaillé dans Safarir. Ah, pour vrai? En tout cas, moi, j'ai lu ça pendant toute mon adolescence. Bon, ben Éric a travaillé pendant 5 ans. Il donne des autographes, il charge pas cher. C'est bon! Mais c'est un peu ça, c'est de trouver son style, je crois. Hein? Vous avez tous trouvé quelque chose qui vous accrochait. C'est drôle que tu parles des frissons, parce que là, t'as soulevé plein de choses. J'en avais peur, là, je vais le dire, là, parce que je suis rendu adulte, je suis capable de m'assumer. Il y avait des histoires, là, c'était comme « Ouh, t'arrêtes de lire. Pas sûr, où est-ce qu'on s'en va? » Puis là, OK, on va recommencer. Là. Il me semble qu'il fait clair dehors, on va recommencer. Mais c'est ça, d'être captif de l'histoire. Puis de retrouver cette joie-là de lire. J'ai enseigné des cours de français au secondaire, puis j'ai retrouvé un peu
cette joie-là, parce qu'à l'université, on doit lire tellement de pages que c'est un peu une production. J'ai un bac en histoire, fait que des livres. Mais d'enseigner un cours de français où est-ce que tu lis puis tu chemines avec les jeunes, c'est ça qui est le fun. Tu découvres des auteurs, puis les jeunes t'en parlent, puis ainsi de suite. Tu as le jeune qui va prendre une soirée pour lire le livre, mais tu en as un autre qui va prendre un mois. Mais c'est de prendre tout le monde à son rythme, puis de prendre quelque chose qui va être à ses besoins. Donc, absolument. J'adore la discussion. On poursuit. Là, il ne faut pas que je me trompe. On a fait Cindy. On est à Éric. Éric, gros choix de vie à choisir la couleur. Je vais prendre la verte. Et là, tu pointes. Le pire, c'est que je regardais. C'est ça, dans ces là. Pour les daltoniens à la maison, vous savez que rouge et vert, ça ressemble énormément. Je suis pas correct, je suis désolé. Un jour, vous allez voir, on va prendre possession du monde et vous allez tous comprendre. J'aimais beaucoup les Dalton. Éric, je te pose la question, pourquoi la littérature jeunesse est-elle importante? On en a un peu parlé. Par la bande. Puis là, j'en vois plusieurs. Puis Éric, c'est un gars qui est assez humble. Il a travaillé sur combien de livres? 6. Comme des centaines. Non, mais ouais, je pense que j'ai collaboré au-dessus de 200 livres là, en ce moment. Là. OK. Ouais. Puis cette question-là, on l'a un peu répondu, mais je peux parler peut-être de Joey le Cascadeur, qui est un des livres que tu as fait. Oh, Raphaël Cascadeur. Raphaël, c'est Joey. Joey. Raphaël, excusez, un lapsus. C'est Raphaël. C'est Raphaël Cascadeur. Ouais. Puis, on montait un cours de sport-études hockey à l'école où est-ce que je travaillais, à Rockland. Puis, on cherchait une littérature qui était pour capter l'attention des jeunes garçons, surtout parce que c'était des jeunes garçons dans la classe. Puis, ce livre-là a vraiment fonctionné. Il l'utilise encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Là. 6 ans après? 5 ans après? Oui, bien, c'était avant la pandémie, donc oui, ça fait un bon bout de temps. Là, on joue au basket. On joue au basket, ça c'était dans les belles années, mais de trouver quelque chose qui fonctionne au niveau... Oui, puis même la semaine dernière, justement, l'image est apparue à l'écran, puis l'enseignante, elle me dit que son garçon avait commencé à lire des romans en partant de ce livre-là. Puis moi, tu sais, c'est l'importance de la littérature jeunesse. Oui, elle est super importante, mais égoïstement, je ne le fais pas. Je l'ai fait parce que j'aime ça écrire, je l'ai fait parce que j'aime ça inventer des histoires, puis tant mieux. J'essaie de trouver des façons. J'en ai un livre qui parle d'anxiété, un livre qui parle de comment utiliser sa créativité. J'essaie vraiment d'aller chercher différents thèmes qui vont aider autre que juste avec la lecture. Mais oui, j'adore ça, rencontrer les jeunes pour leur parler des différents thèmes qui se trouvent là-dedans, beaucoup sur la créativité. Moi, je promouvois énormément la créativité dans la vie de tous les jours, pas juste en écriture, en illustration. Je pense que c'est important d'être créatif dans ton quotidien, là, peu importe qui tu es. Mais oui, la littérature jeunesse est super importante parce que c'est ce qui va permettre aux jeunes de s'intéresser à différentes choses. Je pense qu'avant de faire un sport ou de faire un métier ou de faire tel truc, tu peux le lire dans une histoire puis t'y intéresser. Je pense que c'est une bonne façon de décrocher les jeunes à autre chose que juste la littérature, à différents sujets dans la vie en général. C'est pas mal profond. Hey, on est rendu profond. Puis ça m'a fait penser à une autre question. Puis je vais diverger. Sandra, est-ce qu'une écrivaine comme toi peut se dissocier d'écrire? Disons que tu vas en vacances, peux-tu comme complètement te dissocier du fait que tu écris ou tu vas rédiger des petits passages où tu vas dire « Ah, ça va être bon, ça, je vais rajouter. » Est-ce que ça fait partie de toi parce que c'est omniprésent? Là? Je peux me dissocier d'écrire, mais je ne peux pas me dissocier de la créativité. OK. Moi, je dois créer tout le temps. OK. Fait que ça n'a pas de lien nécessairement avec l'écriture, c'est juste créer. Moi, j'ai été conceptrice de télévision aussi. Okay. Donc, moi, à un moment donné, quand je faisais ça, là, je voyais des shows TV partout. N'importe quoi pouvait m'inspirer pour un show TV. Je voyais une tomate. Je me disais, bon, OK, une compétition de chef, là, et qui court dans un champ, essayer de trouver des tomates. Tu sais, n'importe quoi, ça me faisait penser à écrire des concepts télé. Fait que c'est pas nécessairement l'écriture en tant que telle, mais moi, j'aime raconter des histoires, peu importe le format. Moi, j'écris des livres, je fais des reportages, je fais des entrevues, j'écris des articles. Tout ça, quand j'écris des scénarios aussi, tout ça, c'est toujours raconter une histoire. Je fais du TikTok maintenant, je suis rendue une TikToker. Ah oui? Il va falloir que tu m'expliques comment ça marche parce que... OK.
Donc, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, OK, ça s'appelle Cougar Magazine, Cougar avec un K, OK? Et je fais du TikTok de voyage et je raconte des anecdotes de voyage ou je filme des anecdotes de voyage grâce à TikTok et j'adore TikTok. Je savais pas c'était quoi, je comprenais pas le délire, pourquoi tous les jeunes étaient là-dessus. Maintenant, je comprends tout à fait. C'est freaking nice, comme ils disent, OK? C'est vraiment le fun. Et pour vrai, là, je fais des petits topos sur TikTok, puis pour moi, je crée. Fait que je suis pas capable de me dissocier de la création parce que quand j'étais en voyage, je reviens de 3 semaines de vacances au Vietnam et en Corée du Sud et j'ai fait du TikTok pendant 3 semaines. Fait que ça, je suis pas capable de me dissocier de la créativité. C'est une belle réponse, Cindy. Je te pose la même question. Est-ce qu'on peut dissocier l'écrivain? Je te vois déjà dire non, on n'est pas capable de dissocier les deux. Mais c'est dans la vie de tous les jours, il y a tellement de bonnes idées, comme dit Sandra. Tu peux pas les voir, avoir envie de les noter, ça va t'inspirer quelque chose d'autre. Donc, j'aime la façon que tu l'as expliqué, Sandra, parce que je ne le voyais pas comme ça, mais c'est ça, c'est qu'on est toujours en train de créer, peu importe si c'est vers un livre ou vers autre chose. Mais pendant les voyages, quand on est ailleurs, c'est là qu'on voit tout ce qui se passe partout aussi. Donc, puis non, je pense pas. Non? Moi, non, en tout cas. Elle n'est pas capable de dissocier. Si je me fie à où est-ce qu'on est rendu, Sandra, t'es la prochaine. Parce qu'on a essayé de me jouer sur la couleur. Donc, on y va, Sandra. On poursuit. Bon, là, d'ici, là, je vois qu'il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert. Le rouge, il y a une enveloppe qui me tente, le rouge. Là. Ouais. C'est pas celle-là, mais c'est pas grave. On va prendre celle-là. De mon jour, c'est difficile de te pointer la bonne enveloppe. Fait qu'on va y aller avec celle-là. Une chance, c'est la dernière, parce que vous pouvez voir ou entendre que les invités commencent à s'en permettre beaucoup à mon émission. Un rappel à l'ordre. Donc, as-tu des mots que tu aimes particulièrement utiliser dans tes livres? Pourquoi? Un mot qui se répète, là, parce qu'on a... je suis certain que vous avez des petits trucs, là, comme il me manque une couple de choses. Je pourrais rajouter ça ou ce mot-là. Ça, c'est une bonne question parce que quand tu es écrivain puis tu réfléchis comme Sandra est en train de faire, pour les gens qui écoutent. Là, je suis en train de feuilleter. Là. Elle est en train de feuilleter, tu sais que tu as posé une bonne question quand l'écrivain ne te répond même pas. Il a ouvert le livre. On est rendu là. Tu veux-tu que je revienne, Sandra? Vite. Moi, j'utilise beaucoup sérieusement. Sérieusement. Parce que quand je parle dans la vie, je dis toujours, non, mais sérieusement, là, telle affaire, tu sais, fait que ça, je mets les mots que j'emploie dans ma vie de tous les jours dans mes livres. Okay. Parce que souvent, moi, mes livres sont écrits au jeu, narration au jeu. Donc, souvent, je vais utiliser mes propres expressions. Comme sérieusement, c'était ça à coche. Tu sais, c'est le genre de truc que je vais des fois écrire dans mes livres. OK. Puis je le fais naturellement, tu sais, je le force pas. Parce que moi, j'aime pas ça, lire un livre. Tu sais, la littérature jeunesse, il faut pas que ça soit forcé. Les jeunes, là, ils captent tout. Oh oui. OK? Tu sais, si tu forces des expressions puis tu essaies d'avoir l'air jeune, là, OK, ça marche pas. Mais, OK? Moi, j'ai 36 ans, j'assume mon 36 ans, mais j'utilise sérieusement tout le temps. Dans ma vie de tous les jours, c'est comme ça que je parle, puis j'essaie de respecter comment je parle dans mes livres. Là. Okay. Tu sais, je vais pas écrire bro. Tu sais, le B-R-U-H là, qu'ils utilisent, là. Non. Ouais, en tout cas, ça, je l'emploie pas, je l'écris pas. J'essaie pas d'être cool. Je suis juste Sandra, tu sais. OK. Donc, sérieusement, Cindy, as-tu des mots que tu répètes? Tu as un mot particulier? Ben, peut-être pas répète, mais moi, j'adore jouer avec les mots. J'aime beaucoup, beaucoup jouer avec les mots. Donc, tu sais, je m'appelle Félitou. C'est une fille qui lit tout. Oui. Donc, tous mes noms de personnages, c'est vraiment des jeux de mots. Puis elle va jouer avec les mots aussi. Là. C'est pas parfait, c'est parfait. C'est pas magnifique, c'est magnifique. Avec le mot fait. Oui. Son meilleur ami s'appelle Oscar Go, mais c'est parce qu'il est tannant, là. Oscar Go. Go. Il y a aussi l'autre série. Il y a Clochard, c'est 9 vies, mais Clochard, c'est un chat sans abri. C'est un clochard, c'est un clochard. Il est chum avec un chat qui est vraiment lourd, mais il s'appelle pas lourd. Okay. J'adore jouer avec les mots. Donc, jouer sur les mots. On a sérieusement joué avec les mots. Oui. Éric? Le gros, non. Comme mot comme tel, je
je sais pas exactement. Je vais dire 2 choses, OK? Première chose que j'aime beaucoup utiliser dans mes livres. Ça a l'air sérieux, là. Je sais pas où c'est que tu t'en vas. OK, go. Attention! Oh, la caméra 4, caméra. Ouais. Non. 1, 2, 3. Faut utiliser la 3 plus, c'est ça qu'on m'a dit. La 3, Ouais, OK, regarde ça. Ouais. c'est bon, j'ai fixé. Donc, ce que j'utilise beaucoup, les prénoms de mes 2 enfants. OK. Ils reviennent beaucoup dans plusieurs de mes livres. Il y a des personnages qui sont beaucoup inspirés d'eux puis qui se retrouvent dans mes livres souvent. OK. Donc, il y a ça. Puis moi aussi, j'aime ça inventer souvent des nouveaux mots ou utiliser des espèces de concepts que personne va réellement savoir. Par exemple, dans mon premier roman d'épouvante, Ouais. qui est comme dans le même genre que Les Frissons, tout ça, ma fille est le personnage principal, mais j'utilise des anagrammes de mon nom à plusieurs reprises là-dedans. OK. Donc, premièrement, il y a une citation au début du livre qui ne veut absolument rien dire, mais qui vient d'un mec, c'est un auteur qui s'appelle Paul Descaries, qui est un anagramme d'Éric Pellado. Puis dans le livre, il y en a une couple d'autres. Souvent, je vais utiliser des affaires. Il y a 2 villages là-dedans. Un, c'est Colin de l'Envolée, donc inspiré de mon premier livre. Ouais. Puis Leonard's Moon du côté ontarien, qui est Léo Lallune, qui est OK. donc, des trucs de même, là, j'en ai partout dans mes livres que personne ne va jamais savoir, sauf quand je le dis ou quand je vais dans des salles de classe. Ouais. Donc, pareil avec mon livre de zombies, c'est Le secret de Saint-Onitag. Onitag, c'est un village de l'Outaouais qui n'existe pas, c'est Gatineau à l'envers. OK. C'est le son de Gatineau à l'envers. Donc, j'ai plein de trucs comme ça. Donc, ça, j'aime beaucoup jouer sur les mots de cette façon-là. Puis, il y a une autre chose que j'aime beaucoup présentement aussi, c'est que vous avez des choses qui sont réelles. Vous montrez vos livres, hein? Vous avez apporté vos livres, vous les montrez. Puis ça, là, c'est riche. Vous êtes les premiers dans les 6 à apporter vraiment quelque chose. Parce qu'on s'entend qu'on a fait humour. Les influenceurs n'ont pas porté leur cellulaire. Ils n'ont pas porté leur cellulaire. Leur nombre d'abonnés, ils ont apporté leur nombre d'abonnés. Bien, ça, on en a parlé. Vous devez écouter d'abord le balado 5, qui est à ne pas manquer, caméra 2. Mais c'est ça qui est le fun avec les auteurs, puis je peux le voir, là, vous apportez le livre, vous êtes fiers, puis ainsi de suite, pour on partage. Puis non, honnêtement, c'est vraiment une discussion riche présentement. Si je ne me trompe pas, on poursuit avec la prochaine question. Cindy, qui est peut-être la dernière. C'est plate, on a plein de plaisir, mais à un moment donné, le directeur doit dire « Hey, c'est le temps de prendre l'autobus. » La cloche est sonnée. La cloche est là, c'est ça. Cindy, je te laisse choisir. Allons-y avec bleu. Avec bleu. Oui. Ah, bleu. Puis moi, je suis le seul marcheur, c'est ça? T'es le seul marchand? Oui, c'est vrai. Hey, c'est vrai. On a un bon bout à faire, toi et moi. Quel est ton rituel quand tu écris? Moi, je suis une fille de matin, donc tout se passe avant 10 heures. J'adore les matins, je tripe sur les matins. Donc, c'est me lever le plus tôt possible pour faire ma journée. Puis c'est comme ça que je fonctionne mieux. Tu sais, demande-moi pas d'écrire comme ce soir, après ceci, non. Non? Tout se passe vraiment le matin. Je suis quelqu'un de très solitaire, donc dans le silence aussi. Tu sais, il y en a qui sont capables d'écrire avec la grosse musique. Moi, c'est vraiment comme... Oui, j'ai même ma chandelle, il y a l'éclairage particulier, pas de bruit. Par contre, si je suis déjà dans un projet et je suis vraiment, vraiment déjà dedans, là, je peux écrire dans le bruit. Mais OK. pour partir quelque chose, je peux pas. Puis, est-ce que c'est difficile de repartir avec la même intention? Comme c'est dans ma tête, hein, tu travailles fort, on est rendu à page 14, puis tu dois faire un texte de page 25. Je connais rien à l'écriture, OK? Comme là, je vois Eric qui me regarde. C'est un problème mathématique, ça? Mais est-ce que c'est difficile de se remettre dans la peau de ce personnage-là? Parce qu'il y avait une intention avant, de ne pas perdre cette intention. Est-ce que tu laisses des notes? Comme je pose des questions, là. Désolé, là, je vais en détail. Je veux écrire un livre à un moment. Non, c'est pas vrai. Mais oui, je te pose la question, Cindy. Est-ce que quand tu recommences, disons, tu laisses ton livre ce matin, tu as laissé ton livre, demain matin, tu recommences? Trouves-tu ça difficile de recommencer? Pas particulièrement, pas ça, mais aussi parce que, oui, écrire l'album, écrire pour la télé ou écrire des romans, j'aime quand j'en ai terminé un de le commencer un petit peu l'autre tout de suite. Parce que si je prends une pause là, ça me prend beaucoup pour me remettre dedans. Donc, souvent, quand j'en termine un, j'ai déjà l'idée de l'autre, quitte à ce que ce soit juste des notes, juste un résumé, juste une idée où je m'en vais, puis des fois même les premières pages, parce que si je coupe, ça me prend tout mon petit change pour rentrer de nouveau dedans. Je comprends. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Oh non, absolument, absolument. Je trouve Ouais. absolument. Si j'avais à écrire un livre, je te comprends.
Donc, quel est ton rituel quand tu écris, Éric? Le matin, je commence par égorger une boîte de céréales. Et puis de la lire en croisée. Ma première lecture, c'est toujours la boîte de céréales. Mais non, rituel, j'ai pas un rituel, un moment spécifique de la journée. Des fois, c'est le matin que je préfère écrire. Des fois, c'est le soir. Ça m'est arrivé pendant longtemps que j'écrivais vraiment tard dans la nuit. Oui. C'est vraiment quand je me sens dans le moment. Les débuts de projets, c'est tout le temps plus difficile, que ce soit pour dessiner ou pour écrire. Verre d'eau, café. Quand j'écris, moi, je peux mettre de la musique, mais pas de paroles. Si ça parle, ça me dérange. À moins que ce soit dans une langue que je ne comprends pas, là. Ouais. Mais souvent, ça va être de la musique de film que je vais mettre. Si j'ai besoin d'écrire quelque chose qui fait peur, je vais mettre de la musique de film d'épouvante. Si c'est une aventure, de la musique d'aventure, ça va m'aider dans mon écriture. Mais autre que ça, j'ai pas de rituel spécifique. Là, je commence un nouveau livre. Puis partir d'un livre à l'autre, ça peut être difficile parce que des fois, je travaille sur 4-5 projets en même temps. Ouais. Puis des fois, j'ai rembarqué dans un autre, je procrastine un petit moment entre les deux. Là. Mais un autre rituel, faire une semi-sieste quand que je bloque à quelque part. OK. Quand je bloque, là, je ferme les yeux. Il ne faut pas s'endormir parce que là, on perd notre temps, là, mais juste se reposer la tête. Puis, Par le vide. Ça m'aide. Se recentrer. C'est ce que j'ai de plus près d'un rituel d'écriture, je dirais. Ah, ben, j'adore. Je te pose la même question. Quel est ton rituel quand tu écris, Sandra? Moi, j'ai pas vraiment de rituel, mais moi, une question qu'on m'a souvent posée au Salon du Livre, c'est, tu sais, comment tu arrives à structurer ton histoire? Les gens sont curieux de savoir, est-ce que tu arrives devant ton ordinateur puis tu fais juste écrire comme ça, puis après ça donne une histoire, ou tu arrives structuré avec un plan? Moi, j'ai besoin d'un plan. Sinon, là, je pars dans toutes les bords. Fait que j'écris vraiment un synopsis. Je sais pas si détaillé c'est le mot, là, mais un synopsis de 2-3 pages de qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4. Comme ça, j'ai ma ligne directrice. C'est sûr qu'en cours de route, souvent, finalement, le personnage, je vais faire telle affaire. OK, ça va changer des trucs. Mais la fin est souvent la même. Souvent, j'arrive avec une meilleure fin après. J'écris mon récit, puis là, à la fin, je suis comme, ouais, finalement, cette fin-là va être meilleure. Mais j'arrive toujours avec un plan. Une fois que j'ai mon plan, je peux pas écrire un livre sans un plan. Une fois que j'ai mon plan, là, je peux écrire n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. Pour vrai, là, je peux écrire 10 minutes, je peux écrire une journée de temps. Ben, il faut que je le sente, il faut que je sois inspirée, mais c'est toujours basé sur un plan. Sans plan, je peux pas écrire. OK. Donc, avoir un plan, une fille structurée. Écoutez, c'était vite, là. On s'est parlé pendant au moins une 50aine de minutes. C'était très riche. J'espère que vous avez apprécié notre discussion, d'avoir pris du temps pour la CEF. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous laisser un petit mot de la fin en faisant le tour. Donc, Sandra, des petites choses qui se passent de ton côté, des choses à surveiller. Je te laisse quelques secondes. Vas-y. Oui, bien, des filles des règles, c'est toujours en ondes. Vous pouvez retrouver l'émission sur tout.tv et sur le site de TV5 Canada aussi. C'est une émission qui s'adresse à un public jeunesse, d'adolescents. Écoutez ça avec vos filles, même vos garçons. Ça parle des menstruations partout à travers le monde. On veut défaire les tabous. Et deuxième chose, tantôt, tu parlais, tu sais, les livres, on est arrivé avec quelque chose de tangible. Oui. OK? Mais c'est vrai, moi, je travaille en TV, puis la différence avec un livre, c'est que, premièrement, c'est tellement proche des gens. Oui. Tu sais, un lecteur va vraiment s'imbiber de ton histoire, mais pas seulement ça, c'est que si un jour tout pète, OK, c'est la fin du monde, qu'est-ce qui va rester? Les livres. Ça va rester, tu comprends? Les télés, là, c'est débranché, tout ça. Il n'y a personne qui va savoir que tu as fait une émission de TV dans la vie, mais les livres vont rester, c'est les livres qui ont marqué les histoires. Oui. OK? Qui ont marqué les époques, je veux dire. Fait que pour moi, écrire des livres, c'est tout aussi important que de faire des émissions de télé ou peu importe. Je trouve que le livre va toujours survivre à tout. Il va survivre à toutes les époques. Et c'est pour ça qu'il y a des livres qui datent de 500 ans qu'on lit encore aujourd'hui. Voilà. Vive les livres! Vive les livres! Hey, c'est quasiment le mot de la fin. Puis je suis contente d'avoir posé une question qui a fait réfléchir une écrivaine comme toi. Ça veut dire que c'était une très bonne question. Cindy, avec toi, avec un mot de la fin, qu'est-ce que tu travailles? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent de ton côté?
Oui, mais cette année, en 2023, on célèbre les 10 ans de Filitou. Donc, ça fait 10 ans que je suis fille à temps plein, du Cap-Breton jusqu'au Yukon. Ouais. Et donc, pendant toute l'année, on va célébrer ça. Il y a un livre de Filitou qui va sortir qui s'appelle La fête des livres. Ça sort au printemps. Donc, on célèbre vraiment la lecture. Puis, tout de suite, je suis un petit peu ermite pour les prochains mois parce que je suis en train d'écrire la saison 2 du dessin animé de Filitou. Donc, voilà. Wow, OK, des beaux projets. Éric? Mot de la fin. Ben, j'ai plein de projets qui sont en écriture, là, qui devraient sortir cette année. Là. Je pense que j'ai 5 livres de prévus durant l'année. Puis au moins 3 autres projets, c'est début 2024. Là, donc, je ne chôme pas. Je suis dans Les Explorateurs avec Hubert et Le Monde fantastique de Cour, qui est pour les plus jeunes. Sinon, ben, il y a ce fabuleux livre-là, quand on dit que tout peut nous inspirer, qui s'appelle L'Abracadabra. Abracadabra. C'est un livre qui m'a été inspiré du fait que mes enfants avaient des difficultés à tirer la chasse d'eau. Puis j'en ai écrit un livre, donc tout peut nous inspirer. Je t'en achète une copie. Moi, j'ai une 2 ans chez nous, là. C'est ça. Je t'en achète une copie, là. Puis autrement, ben, fin. Hey, bien, écoutez, je sais que je l'ai déjà dit, un gros, gros merci d'avoir donné du temps, parce que c'est ça la self, hein? C'est donner la passion de créer en français, de vivre en français, puis d'inciter les jeunes, les moins jeunes, ceux qui se croient jeunes, à poursuivre leur passion. Puis c'était un peu ça, le concept de l'histoire est dans l'enveloppe. Je vous remercie beaucoup, le monde qui nous ont regardé, le monde qui nous ont écoutés. J'espère que j'étais meilleur d'épisode en épisode. Ceux qui commencent avec le 6e, elle est excellente. Donc, vous allez pouvoir voir ma progression en tant qu'animateur. C'est très humblement que je vous dis un gros merci de m'avoir écouté. C'était Jean-François Dion. À la prochaine.